cette question de financer le développement a été un des éléments clés des deux conférences, celle de Addis Abeba sur le financement du développement et celle de New York qui a porté sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, l'un des principaux enjeux qui a été présenté, a été de voir comment est-ce que l'on pouvait embarquer le secteur commercial, le business sector, et la finance dans la poursuite et la réalisation des objectifs pour le développement durable, dans la mesure où tout le monde a constaté que les finances publiques étaient insuffisantes. Donc c'est ça, c'est-à-dire que désormais, l'arrivée du secteur commercial et l'arrivée de la finance au service des objectifs de développement durable est censée résoudre les questions qui n'ont pas pu être résolues jusqu'à présent. C'est aussi un sujet qui est au cœur de la COP 21. Et dans tous ces débats, on parle évidemment très très peu de ce qui a été dit tout à l'heure au propos de banques coopératives, de finances solidaires et sociales. Il y a quelques agences de l'ONU qui parlent de ça, il y a nous qui parlons de ça. Mais finalement, nous sommes beaucoup comme des joueurs invisibles, invisible players. Alors, pour mettre ça en route, moi j'arrive pas, voilà. Je vais juste mentionner deux éléments avant de présenter mes collègues qui sont là assis. Quel lien a-t-on entre les différents systèmes? Vous savez qu'on parle souvent des trois piliers du développement durable, le social, l'économique et l'environnement. Et on ne les imbrique pas forcément les uns les autres. Je me réfère à une personne dont je vous conseille la lecture, Dominique Dron, qui est ingénieur des mines et qui est aussi une économiste, et qui se pose la question de savoir si l'écologie peut être un modèle pour la finance. Et en fait, ce qu'elle nous montre, c'est qu'on a des systèmes qui ne sont pas non pas des piliers les uns à côté des autres, mais des systèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. La nature, la société, l'économie et la finance. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent la finance n'est pas identifiée comme un des éléments de l'économie, et c'est pourtant un élément central. Et ce qu'elle nous montre ensuite, Dominique Dron, en faisant le parallèle avec l'écologie, c'est que finalement, contrairement à ce qui se passe dans les écosystèmes, qui sont des écosystèmes qui fonctionnent, c'est-à-dire là où c'est le système le plus diversifié qui alimente le système le moins diversifié, nous sommes souvent menacés dans nos mondes par le fait que c'est le sous-système financier qui est le système le moins diversifié, peut-être le moins résilient, les dernières crises nous l'ont montré, qui en fait guide le reste. C'est-à-dire que c'est très souvent le système qui entraîne des phénomènes de contagion. Donc ça, c'est un sujet que nous allons aborder dans notre panel. Dominique Dron nous invite à distinguer ce qui est possible de faire de ce qui n'est pas possible de faire. Donc je vous propose, et je l'ai proposé à mes interlocuteurs là, de se concentrer sur ce qui est possible de faire. Et donc, nous allons poser 3 questions et essayer d'y répondre en un temps qui sera le temps le plus rapide possible. Je les remercie d'avoir accepté de parler chacun en 5 minutes. Nous nous étions préparés à un panel un tout petit peu plus long, donc on s'était dit 5 minutes plus 2 minutes pour répondre aux questions. On verra. Donc la première question qu'on va aborder, elle sera avec Benoît Lallemand de Finance Watch. La question est, est-ce que l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle de watchdog, de gardien, de vigie, de veille, pour que la finance, la grande finance mainstream puisse vraiment se mettre au service des objectifs de développement durable? Ça sera la première question. La deuxième question, on va se concentrer un peu plus sur nous.
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, du côté de l'économie sociale et solidaire, qui sommes aussi des acteurs financiers importants, que ce soit des investisseurs. Nous avons là Monsieur Pedro Black da Silva de Montepio General du Portugal, qui montrera comment les mutuelles sont des investisseurs sociaux importants. Il y a aussi une banque, donc il va montrer comment ça fonctionne en 5 minutes. Nous avons Bhima Subramanian, qui est le directeur d'une fédération des banques rurales coopératives indiennes et qui parlera aussi rapidement du rôle possible des banques coopératives, de la nécessité d'avoir une régulation adaptée pour elles et aussi de ce qu'elles ont comme devoir, ces banques. Et nous terminerons par ce qui a été cité à plusieurs reprises depuis le début de la matinée, la nécessité de l'alliance avec les autorités publiques pour créer ce qui a été appelé des vœux de nos prédécesseurs à la tribune, c'est-à-dire des plateformes significatives pour aider au développement de l'économie sociale et solidaire. Et donc je passe la parole tout d'abord à Benoît Lallemand qui va parler ici. Benoît ? Voilà. Ça c'est bon. D'abord, merci, un tout grand merci aux organisateurs des Rencontres du Mont Blanc. On est vraiment ravis d'être ici. Alors, je vais essayer à la fois d'être rapide et de ne pas parler trop vite pour les traducteurs. FinanceWatch est une ONG dont la mission est de mettre la finance au service de la société. Nous avons été créés suite à la crise de 2007-2008 pour répondre à un vide ou à un manque dans la société civile d'une association qui se concentrait exclusivement à la finance et à définir le système financier du point de vue de l'intérêt général. Donc on a deux caractéristiques ou deux forces. L'une, c'est l'expertise. Donc l'entièreté des membres de l'équipe de FinanceWatch vient du secteur financier, des banques, des marchés financiers, mais aussi du lobbying financier ou de la communication financière. Et la deuxième force, c'est la légitimité démocratique. Donc FinanceWatch est une association de membres et donc à travers plus d'une cinquantaine de membres qui sont des syndicats, qui sont des consommateurs, qui sont des ONG, des centres de recherche. Donc via les membres de nos membres, on peut prétendre représenter les intérêts d'une centaine de millions de citoyens européens. Alors, l'enjeu qui est notre mission, c'est de créer un contrepoids citoyen au pouvoir de la finance contemporaine. Et il faut tout de suite dire, et parler de l'enjeu pour nous, qui est l'enjeu de la financiarisation, qui est un processus historique, qui s'est déroulé à travers les 30 dernières années. Donc le système financier contemporain tel qu'on le connaît n'est pas une fatalité, c'est réellement le résultat d'un processus historique. Et donc l'enjeu ici, c'est de dépasser l'ambition du G20 suite à la crise, qui est simplement l'ambition de sécuriser ou stabiliser un système. L'enjeu, évidemment, c'est de dire à quoi est censé servir ce système et de mettre ce système au service de la société. Et à cet égard, je pense que les acteurs que vous êtes sont effectivement cruciaux, comme Nicole posait la question, pour servir de watchdog ou pour s'assurer que cette réforme du système financier dont on a besoin se déroule bien. Alors, deux conséquences ou deux points par rapport à la financiarisation qui sont, à mon avis, dramatiques et sur lesquels il faut se concentrer. Le premier, c'est sur la définition de ce que c'est la finance, quel est son périmètre. Donc la financiarisation a mené à une discussion où la finance se réduit au marché financier et aux acteurs privés. Donc, ont largement été exclus de la discussion, tout d'abord le budget de l'État, qui évidemment est un élément fondamental du système financier, le rôle de la création monétaire, le rôle des banques centrales, le rôle des banques publiques, des coopératives de crédit, des banques de développement, etc. Tous ces acteurs ont été largement exclus de la discussion. Et effectivement, quand il s'agit du climat dans le cadre de la COP21, quand il s'agit des discussions sur les objectifs du développement durable à Addis Abeba en juillet, le cadrage de la discussion est très clair. Les États sont ruinés, donc hors jeu, et donc tous nos espoirs sont sur les marchés financiers et la finance privée. On travaille à Bruxelles et donc sur la réglementation financière. Je peux vous dire que si vous mettez les acteurs privés dans cette situation, qui est une situation de force énorme évidemment, c'est-à-dire on a besoin de vous, leur première réaction est de dire les timides efforts de réglementation que vous avez fait suite à la crise, il va falloir les mettre de côté parce que vraiment, c'est pas possible pour nous, ça nous empêche de faire notre boulot. Donc, si vous dépendez tellement de nous, il faut arrêter avec vos ambitions de réglementation. Donc, ça, c'est assez dramatique.
Donc c'est le premier enjeu, c'est se réapproprier la définition de la finance. La finance est quelque chose de très simple, c'est de déplacer de l'argent là où il est en surplus, vers là où on en a vraiment besoin, gérer les risques liés à ce déplacement, et c'est tout. Et la finance est un outil au service d'objectifs sociétaux plus larges, c'est pas simplement une fin en soi. Alors le deuxième point sur la financiarisation et le deuxième enjeu, c'est évidemment la taille des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on a, suite aux politiques néolibérales, on a assisté à une explosion de la taille de ces marchés et donc un transfert de richesses et l'accaparement par une minorité qui a été évoqué plus tôt des ressources en capital au niveau global. Et donc je pense que ce problème des inégalités qui est tout à fait lié, enfin, dont la financiarisation a été un vecteur massif, doit être au cœur aussi des discussions que nous avons sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc en résumé, se réapproprier la discussion sur le périmètre et l'ambition de la finance, la mettre au service des objectifs de la société. Et deuxièmement, si on veut dépasser le gonflement de petites niches par-ci par-là, des acteurs de la finance solidaire notamment, si on veut mettre ces principes de l'économie sociale et solidaire au cœur du système financier mainstream, si vous voulez, il va falloir s'attaquer à la question des inégalités. Alors rapidement, en fait, je vais vous faire une proposition très concrète de vous engager sur le travail qu'on fait. Mais avant ça, juste un point, parce que la discussion porte sur finance du développement. Et donc, je voudrais juste faire une parenthèse, peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais à mon sens, quand je lis les objectifs du développement durable, ce sont les objectifs qui s'appliquent au moins autant aux pays soi-disant développés qu'aux pays soi-disant sous-développés. Je pense que ça doit être évident et je voudrais simplement le souligner. On connaît le sous-développement des pays sous-développés en termes d'infrastructures économiques, des soins de santé, etc. Mais il faut aussi insister sur le surdéveloppement des pays occidentaux et des pays du Nord, qui est le surdéveloppement de l'économie, de la finance, le surdéveloppement de la capacité de production. Et last but not least, le surdéveloppement d'une certaine agressivité sur le plan géopolitique, dont on voit les conséquences aujourd'hui chez nous. Et donc je pense que, de nouveau, j'ai parlé des inégalités, mais le comportement sur le plan géopolitique, je pense, est aussi un enjeu pour les acteurs de l'ESS. C'est-à-dire qu'on doit dénoncer une certaine schizophrénie de gouvernements qui, d'un côté, signent les objectifs de développement durable et, d'un autre côté, se développent sur la scène internationale de façon extrêmement agressive et qui mettent en danger la sécurité même des citoyens que nous sommes. Alors, rapidement, je vais simplement vous présenter un outil et donc vous dire en fait que je pense que la proposition d'une conférence sur le financement de l'économie sociale et solidaire en 2007, je pense que c'est un horizon raisonnable, devrait ou pourrait nous servir d'horizon à nos discussions, comme une sorte de point d'orgue d'un processus de réflexion et de délibération qu'on commence aujourd'hui. Et donc, ici, Finance Watch souhaite être partenaire de cette conférence, mais aussi je vous propose un outil qui est une plateforme pour mener cette discussion, et donc ici faire un appel concret à vous tous pour manifester votre intérêt et vous engager sur cet outil qui s'appelle le tableau de bord citoyen de la finance, donc le Citizens Dashboard of Finance. Vous le trouverez sur Internet, donc citizensdashboardoffinance.org. Et donc, très rapidement, l'enjeu de ce projet, ou le défi plutôt, c'est de dire, et si nous étions aux commandes, donc et si nous tous étions aux commandes du système financier, que ferions-nous ? Et donc, il y a simplement 3 étapes assez simples que nous avons mis en pratique sur le sujet du financement du climat à Paris il y a 3 semaines. La première étape, c'est de définir, du point de vue des acteurs de l'ESS, du point de vue des objectifs de développement durable, la vision d'un système financier au service de ces enjeux. Donc, quel système avons-nous aujourd'hui et quel système souhaitons-nous demain ? La deuxième étape, c'est la mesure. Donc, c'est la collecte des données, une meilleure compréhension, une meilleure analyse de la situation actuelle du système financier. Donc, qui vont nous permettre en fait de collecter des indicateurs qui peuvent piloter la transition vers un système financier qui est celui que nous désirons. Et finalement, une cartographie des propositions de changement, des leviers pour faire évoluer le système financier depuis l'endroit où il se trouve aujourd'hui jusqu'à l'endroit où nous souhaitons l'amener. Et donc simplement, vous voyez qu'en termes de gouvernance, ce projet, vous trouverez tout ça sur Internet. Je vous propose concrètement de vous tous vous engager sur ce projet. On engage la société civile et les citoyens. Ça, c'est vraiment le cœur de la gouvernance. Ensuite, nous avons un comité scientifique donc, qui vise à engager la communauté des universitaires, et notamment sur la collecte de données, les interprétations, etc., mais aussi la définition du système financier. Ensuite, nous avons un comité des pionniers, qui sont des acteurs de l'économie réelle, et nous souhaitons réellement que les acteurs de l'ESS soient centraux dans
dans ce comité des pionniers, mais aussi des praticiens de la finance, qui sont des praticiens de la finance, ce sont des pionniers, donc ce sont des praticiens de la finance, d'une certaine finance alternative. Et ensuite, un comité des avocats qui sont les décideurs politiques, les superviseurs, les responsables des territoires, des régions, qui ont les leviers politiques pour faire évoluer la finance de l'endroit où elle est jusqu'à l'endroit où nous souhaiterions l'amener. Et je vais passer ça, mais simplement nous avons testé très pratiquement cette méthodologie sur le sujet de la finance et du climat, avec un large nombre de membres de la société civile, et toutes les grosses associations sur le climat comme Greenpeace, WWF, etc. étaient dessus. Ça, c'est l'exercice de vision. Alors ça peut prêter à sourire parce que c'est un peu complexe, mais en fait, c'est vraiment ça, cet exercice de cartographie, de dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du système financier. Et en fait, en un mot, les flèches brunes que vous voyez là, eh bien, c'est tout le financement qui va vers les énergies fossiles, en gros. Les flèches vertes sont celles qui vont vers ce qu'on devrait financer. Et la question, c'était donc cette définition, la mesure de l'épaisseur de ces flèches, donc quels sont les flux dont on parle, et ensuite, quelles sont les mesures qui vont nous permettre de tirer ces flèches de l'endroit où elles ne devraient pas être, vers l'endroit où elles sont, et qui a donné lieu à une déclaration commune sur ce que nous désirons. Et je pense qu'idéalement, cette conférence sur le financement de l'ESS doit aussi, à la suite d'un process de 12 à 18 mois, mener une déclaration commune très concrète avec un soutien à des mesures qui nous permettront de faire évoluer le système financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Je crois que Benoît ne part pas tout de suite. Il est là jusque vendredi matin, donc on aura le temps de rediscuter avec lui. Ce qui est très intéressant, c'est que ce tableau de bord permet une appropriation de la finance pour des citoyens, mais aussi pour des acteurs comme ceux qu'on va entendre maintenant. Donc, si vous voulez bien, Pedro, à vous. Donc vous allez montrer en quoi le monde de la mutualité, qui n'est pas toujours vécu comme ça, est aussi un investisseur social, et un investisseur social important. Alors je vous redis qu'il faut malheureusement aller vite. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de tout dire en 5 minutes. Bon, d'abord, je remercie au nom de ma mutualité d'être invité à venir ici, et au nom du président du conseil d'administration de ma mutualité. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que est ma mutualité? Ma mutualité s'appelle Montepio General. Montepio General, ça vient du français ou de l'italien Monte Piété. C'est la plus ancienne mutualité portugaise. C'est la plus ancienne et c'est aussi la plus large. Bien qu'à l'échelle européenne, moi je dirais qu'elle est une mutualité peut-être au milieu. Nous avons 650 000 membres, c'est-à-dire 6,5% de la population portugaise. Et ce que nous faisons, c'est de la protection sociale complémentaire pour nos membres. La protection sociale complémentaire se divise pour nous avec les produits de risque, c'est-à-dire le risque de mort, incapacité, tout ça, et l'épargne, les produits d'épargne. Mais comme nous travaillons, nous avons une taille financière de presque 5 milliards d'euros, et en même temps, nous avons fondé 4 ans plus tard que ma mutualité, je dois dire, cette année c'est l'anniversaire 175 de ma mutualité. Et nous avons aussi une caisse d'épargne, c'est une caisse d'épargne, c'est la plus large caisse d'épargne portugaise, et qui travaille complètement ensemble avec la mutualité. De notre côté, il y a 10 ans, nous avons créé une fondation qui s'appelle Fondation Montepio, et que c'est le bras pour le soutien social que nous faisons au Portugal. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons, au-delà de faire le soutien évidemment des plans de nos membres, nous essayons de faire le soutien financier pour des investissements sociaux. Mais nous surpassons un tout petit peu ça. Nous essayons, avec les résultats financiers disponibles de la mutualité et un tout petit peu aussi du côté de la caisse d'épargne, nous essayons de faire des investissements dans les
résidences pour les personnes âgées et avec les soins de santé pour les membres, pour nos membres. Moi, je dirais que nous avons le plus large réseau de soins de résidence pour personnes âgées et avec soins de santé au Portugal. Bon, comment est-ce que nous travaillons? Nous travaillons surtout avec notre fondation qui a une dotation financière soit de la mutualité, soit même de la caisse d'épargne. Comment nous travaillons? Comme je vous ai dit, nous travaillons surtout dans les projets sociaux, mais nous essayons de choisir les projets que nous soutenons. D'abord, comme je vous ai dit, surtout des nouvelles réponses sociales. Et une chose qui a été déjà parlée ici, nous essayons de faire toujours, d'aller dans les projets en partenariat, soit avec les services publics, soit avec les entités privées, ou même, en préférence, avec d'autres entités de l'économie sociale. Nous essayons de choisir les projets les plus soutenables, si possible, avoir toujours une valeur partagée, c'est-à-dire what's so-called now a shared value, et pour le moment, nous essayons de faire toujours l'étude de l'évaluation de l'impact du soutien financier que nous faisons. Et tout ça à travers notre mutualité. Je dois vous avouer que dans les dernières années, nous avons soutenu plusieurs milliers de projets et plusieurs centaines d'institutions. Et il y a des projets sociaux qui sont en cours au Portugal et qui travaillent surtout avec le soutien financier du côté de Montepio. Et ça nous fait revenir à notre caisse d'épargne. Qu'est-ce que notre caisse d'épargne a à voir avec la responsabilité sociale ou même avec le financement du développement? Bon, la caisse d'épargne, jusqu'à 3 ans, avait le même conseil d'administration de la mutualité. Aujourd'hui, et après les directives bancaires de l'Union européenne, les conseils d'administration sont complètement séparés. Mais le but, l'objet de la caisse d'épargne, c'est rendre des résultats financiers à la mutualité pour qu'elle développe ses propres fins et soutenir financièrement d'autres projets de la mutualité ou même de la caisse d'épargne. Qu'est-ce que nous faisons dans cet esprit de soutenabilité et de développement de l'économie sociale? Ça a déjà été parlé aussi aujourd'hui. Nous essayons d'avoir des produits spécifiques pour aider et soutenir les organisations de l'économie sociale. Il y a beaucoup d'organisations d'économie sociale au Portugal qui développent leurs projets avec les financements de la caisse d'épargne. Et pourquoi? Parce qu'il faut maintenant, c'est ce que nous croyons, il faut maintenant surpasser les anciens critères de seulement faire des crédits, faire des emprunts. Il faut trouver une autre façon de travailler entre nous. Il faut trouver des nouveaux types de risques et aller ensemble dans ces risques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la valeur partagée de la responsabilité sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Blake da Silva, parce que je retiendrai, parce qu'on n'aura pas le temps des questions, pour les ateliers, au moins 3 points. Comment est-ce que on peut utiliser les fonds propres, je dis bien les fonds propres des investisseurs mutualistes pour financer des innovations sociales dans l'économie sociale et solidaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça serait avec quels outils? Est-ce que c'est les mêmes outils que la grande finance mainstream ou est-ce qu'il y a d'autres outils? Donc ça, c'est des sujets qui sont très peu abordés, mais qui sont des sujets fondamentaux, parce que l'expérience nous montre que lorsque la finance sociale et solidaire utilise les mêmes outils que la finance généralement quelconque, on aboutit à des effets pervers.
Et la troisième question, ça sera celle qui sera développée avec le ministre, c'est les partenariats, parce que, bien sûr, vous êtes des puissances financières, mais vous en êtes une parmi d'autres, et comment est-ce qu'on pourra faire système pour aboutir aux objectifs tels qu'ils ont été développés tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de vous redonner. Oui, vous voulez dire quelque chose? Mais alors, 15 secondes. 15 secondes. Nous avons une politique d'investissement financier très serrée. Nous essayons de travailler surtout avec nos fonds propres, c'est les réserves libres de la mutualité. Mais bien sûr, il y a des investissements, surtout dans le camp de l'immobilier, que ça représente un investissement du côté des fonds des membres de la mutualité qui font l'investissement chez nous. Alors, il faut avoir des règles très précises et très strictes pour garantir que le financement a un retour financier. Et ça, c'est une politique financière très serrée. OK. De toute façon, on pourra peut-être avoir un moment pour discuter aussi de comment est-ce que on pourrait agréger les réflexions autour du tableau de bord que Benoît a proposé tout à l'heure. Bima, à vous, pour parler du rôle spécifique des banques coopératives. L'Inde est un continent, ça n'est pas un pays. Vous y jouez un rôle important pour financer l'agriculture. Vous allez parler... OK, you can't. OK. Yeah, I just want to say that you play a Donc je souhaitais simplement dire que vous jouez un rôle très très important en Inde en tant que représentant des banques coopératives rurales. Et la parole est à vous. Le plus court possible, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me donner la possibilité de partager ma vision des banques coopératives en Inde, notamment à la lumière de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais donc vous parler du rôle de cette banque coopérative rurale. Je devais couvrir tous ces points, mais étant donné que nous n'avons pas énormément de temps, je vais essayer de résumer cette présentation. Nous n'avons pas beaucoup de temps et je sais que c'est moi qui vous empêche de déjeuner. Donc, je vais essayer de respecter les 5 minutes et mettre l'accent sur les points les plus importants. Là, vous pouvez également consulter ma présentation où vous trouverez plus de détails. Je souhaite vous dire que nous avons travaillé en partenariat avec les rencontres du Mont Blanc et également l'Association internationale des banques coopératives. Et nous avons organisé une conférence à Bombay. Et nous avons ainsi pu mettre en exergue les règles qui régissent les banques à la fois au plan dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Nous savons que les banques sociales ont une vocation toute particulière. Il s'agit notamment de fournir des services financiers, mais également des services non financiers. Et nous savons que nous devons notamment lutter contre l'exclusion et l'isolation. Nous savons que ce secteur joue un rôle essentiel pour l'économie indienne et nous savons que cela est essentiel pour le PNB national. Il est donc important de concilier les 3 niveaux, local, régional et national, pour pouvoir promouvoir des formes innovantes. Nous devons fournir des opportunités de financement innovantes pour promouvoir ces notions de finances sociales et solidaires, en ancrant ces différentes mesures dans nos territoires. Et finalement, il est important de mettre l'accent sur la gouvernance pour plus de professionnalisation
Nous savons qu'il nous faut instaurer un climat de confiance. Les membres doivent faire confiance en ces mesures. Ils doivent bien comprendre que ces mesures visent à répondre à leurs besoins. Et pour ce faire, il nous faut établir des partenariats au niveau ESS, mais également avec d'autres coopératives. Nous devons proposer des solutions intégrées pour répondre concrètement aux besoins des utilisateurs. Et nous avons notamment décidé de poursuivre nos efforts en mettant l'accent sur la gouvernance. Et nous avons également décidé d'instaurer une plateforme d'alliance entre les banques coopératives, mais également d'autres formes de finances sociales et solidaires. Et d'ailleurs, nous allons signer un protocole d'accord entre l'Association internationale des banques coopératives et la Fédération nationale des banques coopératives. Et je pense que cette signature pourra intervenir lors de cette conférence. Et en tant que partenaire de ce protocole d'accord, nous allons probablement organiser une conférence pour pérenniser ces relations et ce partenariat, probablement en février 2016. Et je tiens à vous inviter à participer à l'organisation de ce séminaire, car nous devons tout faire pour développer toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine de l'économie et la finance sociale et solidaire. Et je souhaitais vous montrer quelques transparents. Bien entendu, je ne vais pas couvrir ces différents points. Vous pourrez consulter ma présentation si vous souhaitez plus de détails. Donc voilà, je ne vais pas vous lire cette introduction. Je ne vais pas vous lire tous ces transparents. Non, je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Je voulais simplement vous montrer un organigramme. No, I'm not going to. I'm missing the shot. Non, désolé, donc je ne trouve pas ce que je voulais vous montrer, donc je vais en rester là. Merci beaucoup. Vous avez parlé de ce que nous pouvons faire ensemble, et ça c'est très important car c'est un processus collaboratif. Donc merci beaucoup. Et bien entendu, vous êtes tous les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. À vous, Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du commerce du Costa Rica. On a parlé d'écosystème et peut-être que vous allez aussi nous parler d'écosystème entre ce que peuvent faire les autorités publiques, ce que peut faire le secteur de l'économie sociale avec ses banques et ses mutuelles. Vous avez la parole. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que je remercie le Forum international de l'économie sociale et solidaire pour nous avoir tous réunis ici pour cette importante réflexion. Je pense que c'est un sujet fondamental pour ce qu'est le développement de chaque nouvelle vision, de la nouvelle vision de ce que doit être le modèle de développement, si on peut parler du monde, mais le voir d'un autre point de vue, grâce au Mont Blanc, pour réunir tous les 2 ans ce forum, un forum de cette importance. Et un pays qui nous a apporté de principes fondamentaux pour le bien vivre au niveau mondial. Je me solidarise également, comme le disait la Première Dame, avec la France et le monde dans cette époque et à ce moment de recherche de paix, et nous condamnons le terrorisme de toute façon dans toutes ses formes.
Cela ne fait aucun doute. Quand on regarde comment s'est conduit le développement dans le niveau du monde, il y a une concentration des revenus de façon importante. Et nous avons vu également que le marché qui est dirigé par l'État dans l'objectif de développement du millénaire, nous voyons que cela a évolué de façon lente, plus lentement de ce que nous aurions voulu. Et nous avons également pu observer que les problèmes de l'environnement sont toujours présents et nous inquiètent. Je vois dans cette ambiance la participation de la famille, son apport au capital est toujours en constante diminution et la difficulté des marchés mondiaux pour gérer ce qu'est l'appartenance de la richesse. Dans cette perspective, donc, le modèle de développement, nous avons vu qu'il met l'accent sur la rentabilité des affaires et l'a mis de côté des facteurs de moyen et long terme comme la distribution des revenus, l'emploi, la diminution de la pauvreté et l'aspect durable et la cohésion sociale. Un de ces domaines fondamentaux, c'est l'environnement financier. Nous voyons qu'au Costa Rica et en Amérique latine, que les PME et les petites entreprises ont accès au crédit à des taux d'intérêt qui dépend en fait de comment se trouvent, en fait, dans quel état sont ces entreprises, et c'est à 3 ou 4% plus élevé que les grandes entreprises. Et dans tous les cas, de ce point de vue, cela montre que les marchés financiers fonctionnent, mais fonctionnent d'une certaine façon qui nécessite des prises de décision de point de vue de la politique publique. Au Costa Rica, et c'est sur ce point que je vais mettre l'accent, nous avons mis l'accent sur ces politiques publiques. Nous avons construit une industrie de soutien pour la participation des PME, du point de vue également de l'économie sociale et solidaire et du système de banque pour le développement. Même si ce n'est pas parfait, sous ce cadre de soutien, même s'il n'est pas parfait, il est fondamental pour l'inclusion financière, pour les objectifs d'inclusion financière et le développement des secteurs prioritaires. Nous comptons sur toute une organisation pour produire ou pour aider des coopératives. Nous avons un réseau de mutuelles également et une banque de développement ainsi qu'une banque populaire qui ont une certaine importance et ont un impact significatif sur l'économie. Je vais vous parler ici rapidement du système de la banque pour le développement. C'est un des mécanismes que nous avons développé et je vous en parle en tant que politique d'État. Et nous avons réussi en mettant ensemble certains fonds publics, en disposant de fonds de garantie et pour des projets qui venaient des communautés, des projets qui étaient viables, mais qui n'avaient pas de garantie suffisante pour pouvoir obtenir un financement. Mais s'il y avait un seul prêt, il y avait seulement une partie du projet. Nous avons mis en place un soutien entrepreneurial en parallèle au développement de la banque également. Nous devons mettre l'accent sur toute cette organisation que nous avons mis en place et donc dire que nous travaillons avec du financement public et privé. Et pour l'économie sociale, cela a été fondamental que ces fonds en fait soient en lien avec l'économie réelle.
les fonds de la Banque de développement sont donnonnés parce qu'ils servent de garantie. En fait, ils garantissent les fonds qui sont donnés en fait à ces projets, mais garantissent également les fonds publics et privés. Nous avons ainsi fait des apports importants pour donner accès à des crédits à une grande quantité d'acteurs qui avaient été exclus de ces possibilités. Et nous perfectionnons ces mécanismes. Nous avons pris cette politique en fait de crédit, nous l'avons également adaptée à l'économie sociale et solidaire, et prochainement, dans les prochains mois, nous allons faire voter les lois qui permettront de gérer le risque pour les PME ainsi que pour l'économie sociale. Il y a cependant certaines choses que nous essayons encore d'améliorer. Et il est donc nécessaire, et je pense que c'est une réflexion de ce que nous devons mettre en place, c'est évaluer les systèmes d'économie sociale et solidaire que nous avons, et cette évaluation doit être indépendante. Il n'est pas possible de faire une évaluation au sein des mêmes gestionnaires de l'économie sociale, parce que l'évaluation devient un mécanisme de légitimation et d'auto-justification. La société doit être consultée et pour mettre en place ces mécanismes, il doit être indépendant, participatif et public pour avoir un impact. Parmi les réflexions périodiques que nous pouvons avoir sur ces mécanismes et comment nous gérons les différents systèmes, dans ce cas, on parle ici des systèmes financiers, il est fondamental d'écouter les voix de tous les actionnaires. Nous nous auto-consultons d'une certaine façon et ce n'est pas toujours la meilleure façon de le faire. Et j'en parle en tant que gestionnaire d'un organisme qui est celui de la Banque de développement que je préside. Je pense que nous avons ici une série d'éléments qui fonctionnent, qui ont eu un certain succès, mais qu'il est possible d'améliorer. Nous devons également faire une réflexion. Récemment, il y a une chambre d'économie sociale et solidaire qui a été créée pour participer à tous ces forums. Nous avons également parlé du fait que l'État a été présent avec des politiques lancées de tous les pouvoirs publics avec le vote de lois qui permettent de capter des fonds pour l'économie sociale et solidaire et pour les systèmes de banques de développement également. Parce qu'il est fondamental de renforcer les fonds de garantie pour l'économie sociale et solidaire et cela peut nous être d'une grande aide. Avoir des garanties réciproques que nous avons peu exploitées jusqu'à maintenant, surtout en Amérique latine, et que nous devons le faire parce que cela nous permet réellement de faire beaucoup plus de participation financière que celle que nous avons obtenue jusqu'à maintenant et renforcer tout simplement tout le système. Enfin, il doit être clair quelle est la différence entre la finance et l'économie, et j'ai beaucoup aimé la première diapositive que vous avez mise ici, et la finance qui est plus petit en fait que l'économie. Nous avons souvent confondu la finance et l'économie. L'économie est plus une science sociale pour améliorer le bien-être de tous, alors que la finance c'est plus c'est quelque chose de beaucoup plus petit, c'est une rentabilité principalement. Merci beaucoup.